Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bienvenue dans notre nouvelle émission d'avant-match, la causerie. Une émission au format court et que vous pourrez retrouver la veille de chaque match de l'AS Monaco. Ce soir, l'émission va être consacrée à la rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Champions qui se disputera demain soir à 21h au Grand Stade de Tanger. Ce sera la 22e édition du Trophée des Champions. Et pour présenter cette rencontre, je serai accompagné d'Adrien. Salut Adrien. Salut Damien, bonsoir à tous. Alors, au sommaire de l'émission, on va revenir dans un premier temps à l'historique de l'ASM dans la compétition. On va aussi analyser un petit peu le groupe monégasque. Il y a des retours, mais aussi quelques absences, on va en parler. Et pour finir, on évoquera bien sûr l'adversaire. Et nous vous passerons quelques extraits de l'interview que tu as réalisée, Adrien, avec Philippe Goguet, qui est le fondateur de Culture PSG, du site internet Culture PSG. Tu pourras nous en parler un petit peu plus tard, mais c'est un site de référence pour les supporters parisiens. Il pourra donc nous éclairer sur l'adversaire du jour, enfin en tout cas de demain. On va commencer sans plus tarder avec le vote des internautes, Adrien, puisqu'on a soumis une question, un petit vote sur Twitter, sur notre Twitter Radio Diagonale. Un vote qui demande un petit peu l'avis pour prendre un peu la température, ce que pensent pensent les supporters de cette rencontre à venir. Et on a eu pas mal de votes en plus. Ouais, en fait la perception, quel point de vue ils considèrent finalement ce match, un match à véritable enjeu, le moyen de gagner un titre. Alors voilà, on vous a posé la question tout simplement. Pour vous, il s'agit d'un match inutile, amical, à suivre, intéressant, si on doit prendre en compte l'adversaire, ou très important, puisqu'il y a un trophée au bout. Eh bien écoutez, en une demi-journée, on a eu donc 400 votes, et faut dire que ce qui prédomine avant tout, le ressentiment des supporters, c'est que c'est intéressant pour l'adversaire, pour cette rivalité finalement en fait, entre Monaco et Paris. Ouais. Moi je l'avoue, personnellement, j'avais envie de voter amical à suivre parce que pour moi on s'inscrit dans le prolongement de cette phase de préparation où aussi bien les deux équipes ne sont pas prêtes. On va y revenir, on aura l'occasion. Je pense que des deux côtés il manque du monde, où les organismes ne sont pas encore prêts, donc pour moi c'est le prolongement de la phase de préparation. Mais finalement j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai voté intéressant parce que on le sait bien, voilà, c'est Paris certes, mais est-ce qu'il y aura de véritables enseignements à tirer? Je pense en tout cas que si Monaco vient à gagner ce trophée, ce sera très bien pour la saison. On en fera pas autant que si Paris perd finalement. Alors que, je pense que les médias même vont le prendre différemment, vont se placer d'un autre œil, puisque si Paris perd, là on dira oui, Paris n'est pas prêt, alors que si Monaco perd, je pense pas qu'il y ait autant de pression finalement sur Monaco. Non, mais il y a peut-être la possibilité de montrer vous voyez, peut-être Monaco n'est pas aussi fort cette année. Il y aura peut-être ils aussi ont perdu tous leurs joueurs. Voilà, il y aura peut-être un autre son de cloche, mais qui sera pas forcément plus favorable en cas de défaite de l'ASM. On peut quand même constater que le vote de Rome est celui qui emporte le moins de suffrages, à savoir inutile. 9%, c'est-à-dire que Rome se fout complètement de ce match-là. On peut voir qu'il y a quand même... pour cette raison qu'il ne s'est pas placé sur la causerie et ni sur le débrief d'après-match, puisqu'il ne sera pas présent. C'est-à-dire que monsieur choisit déjà ses émissions. Le début du championnat. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'avais voté très important. C'est vrai que j'étais un peu entre les deux, entre intéressant et très important, parce que c'est vrai qu'il y aura peut-être des enseignements à tirer. Mais comme tu l'as dit, ce sera une rencontre, et ça s'est souvent vérifié dans l'histoire du Trophée des Champions, une rencontre qui souvent sert aussi d'ultime test pour le début de saison, pour se roder encore avant le début des hostilités en championnat. Mais c'est une rencontre importante parce que, et comme disait Boris, et j'étais d'accord avec cet avis-là, dans notre première émission du Club Mounégou il y a quelques jours, Paris, quand il s'agit de gagner un trophée, même si c'est le trophée des champions et que c'est peut-être un trophée à 2 francs, entre guillemets, il s'agit de le gagner et de ne pas aller faire de la figuration. Donc pourquoi pas aussi Monaco faire en sorte que ça puisse
que ça puisse devenir quelque chose peu plus récurrent, d'un peu plus ancré en nous, l'histoire de gagner et de ne pas uniquement faire de la figuration sur certains matchs. On va donc revenir, Adrien, sur l'historique. Monaco a disputé 2 trophées des champions depuis la création de ce petit match de gala entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Et Monaco s'est déjà imposé 2 fois. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut dire jamais deux... Est-ce qu'on pourrait dire jamais 203 ? C'est bien trouvé, ça. Quel sens de la formule, Damien. C'est vrai, tu l'as dit, il y a eu deux trophées des champions. Alors, il me semble que le premier, c'était en 97-98 contre notre rival niçois. Oui. Et une victoire 5-2. Ouais, une victoire assez cinglante, oui. Ouais, c'est vrai. Et 4-0 à la mi-temps, ouais. Avec un doublé de Jafet Endoram. Notamment, pour les anciens, et puis un petit but de David Trezeguet, ça fera plaisir à quelqu'un. Ouais. Et puis s'ensuit alors le match en 2000-2001, forcément, hein, dernière année du titre, avant celui de 2017, où Monaco était opposé à Nantes, et ça s'est joué au tir au but, et là-dessus, Monaco est sorti vainqueur, victorieux, avec 6 tirs au but à 5. Ouais, avec pas mal de ratés, notamment de Christian Val ou même Gallardo, ou encore Contreras. Mais c'est vrai que, je me souviens de ce match-là, je m'étais retrouvé je ne sais plus où j'étais, j'ai un petit souvenir perso, je ne sais plus où j'étais ce jour-là, voilà, mais je me suis retrouvé dans un petit bar, où on s'était arrêté, qui diffusait justement la rencontre, et donc du coup, en plus supporter de la SM, j'avais regardé avec autant plus d'intérêt, et je me souviens, je m'étais vraiment fait chier sur ce match-là. Je m'étais emmerdé comme pas possible. C'était nul, et effectivement, alors j'avais 8-9 ans, donc bon, à 8-9 ans, le football, évidemment, on l'analyse pas, on n'a pas les yeux de peut-être encore meilleur à cette époque, hein. Tu t'en rends pas compte. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, je me souviens très bien que ce match-là, il m'avait marqué. Je me souviens pas beaucoup des joueurs sur le terrain, mais je me souvenais que c'était le premier match de Didier Deschamps. Ça, je m'en rappelais, ça m'avait marqué, parce que j'avais été content d'ailleurs de sa nomination, que j'aimais beaucoup comme joueur. Voilà. Mais je me souviens que effectivement, ce match qui était disputé sous un soleil de plomb avait été absolument pénible à voir, et c'était donc c'était un match qui n'avait pas suscité un grand envie de la part des deux équipes, et le titre était finalement assez anecdotique. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Monaco a toujours participé au Trophée des Champions en tant que champion de France, et jamais en tant que vainqueur de la Coupe de France. Voilà, ça c'est donc encore une fois terre repetita peut-être, ouais, voilà. On peut dire. Voilà. Et notez aussi qu'il n'y a pas de prolongation dans ces matchs-là. Tu passes directement au tir au but. Ouais, effectivement. On peut noter aussi rapidement que dans les matchs couperets, avec un trophée au bout à gagner, Monaco n'est pas forcément toujours bien loti face au PSG. Alors, ce sera évidemment à nuancer, parce que là, c'est un match à part, vraiment, dans le calendrier. Il n'y a pas une succession. Pas une vraie compétition. Voilà, il n'y a pas un parcours qui amène jusqu'à une finale, mais il y a un petit trophée au bout. Si Monaco n'a jamais affronté Paris dans ce cadre-là, dans le cadre d'une finale, en revanche, il y a 2 défaites face au PSG. Tu peux les rappeler, Adrien, non une dont on se souvient très bien, parce qu'elle date du mois d'avril. Date du mois d'avril dans le sanctuaire du Parc OL. Heureusement, on a conjuré le sort entre-temps en allant gagner là-bas 2-1. Mais c'est vrai, lourde défaite, 4-1, on avait vu une différence de niveau, on avait vu une différence de classe, et la manière de gérer cet événement, pour la plupart de nos joueurs, c'était la première finale qu'ils disputaient. Et on voyait bien qu'en face, il y avait cette habitude de tout rafler sur la scène nationale. Donc une différence de niveau. Et puis on va remonter un petit peu en 2010. Ouais. Dernière année. Ça, c'était en Coupe de France, par contre, où on a perdu également en finale après prolongation. Ouais, face à Paris. C'était après prolongation 1-0, effectivement, c'était avec Guy Lacombe aux manettes. Sérieux, quoi. Voilà. On va essayer de vous promettre le jingle. Voilà. Voilà. Et sinon, alors la seule victoire, par contre, ça remonte en 85, c'était aussi en Coupe de France, et Monaco s'était imposé 1-0, là aussi sur une courte marge.
Voilà. On va revenir maintenant au groupe. À l'actualité, ouais. Voilà, un peu plus d'actualité. Léonard de Jardim a convoqué 22 joueurs pour le Trophée des Champions. Donc on va vous les énumérer. Dans les gardiens, on a Subasic, Benaglio et Sedoussi. Donc là, on peut déjà rappeler que Badiachile est en Il est blessé rééducation. 3 mois, Voilà, ouais. Ouais. effectivement. Donc une Et, intervention au niveau de l'épaule qui le rend indisponible. et autant vous dire que s'il sera en tribune, quoi. Oui, 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 ça, à peu près. Oui, oui, j'en mettrai ma main à couper. Je pense que je risque rien. On a également dans les défenseurs donc Glick, Gemerson, Georges, Radji, Sidibé, Touré et Kongolo. Donc au niveau des absences en défense, il y a uniquement Nginda, mais qui a priori ne sera que Oui. très très rarement convoqué cette saison avec le groupe professionnel. Donc on peut dire que la ligne défensive est au complet et que c'est ce à quoi on va s'attendre durant toute cette saison. Effectivement, au niveau du milieu de terrain, on a bien Fabinho qui est là. Donc, bon, malgré les rumeurs, il n'y a pas non plus spécialement d'instance de départ en ce qui le concerne. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Mais il y est, Le c'est toujours talisman bien. est là. Voilà. Haït Benasser, qui, mine de rien, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout le monde s'enflamme sur Saint-Maximin Bien sûr, ou, ouais. ou d'autres qui reviennent de près. Mais Haït Benasser, personne n'en parle. Alors, peut-être que non plus pas Bah, ça forcément au fait niveau, partie. mais. Ouais, mais je pense que à l'entraînement et tout, je pense qu'il a marqué des points auprès de Jardim, oui, pour qu'il figure dans le groupe. Après, est-ce que c'est aussi lié aux blessures? On y viendra, mais Mhm. d'Endoram et Ouais. de Traoré. Bon, voilà. En tout cas, il y a une place au milieu et il l'a Ouais. prise. Mais effectivement, c'est vrai que le club n'a quasiment pas communiqué autour de Haït Benasser, même dans les différentes communications, images, vidéos, c'est très discret, on le voit pas vraiment, donc pas du tout mis en valeur par le club. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier qu'il est là, le pauvre. On a Gilles Mais Dias pourtant, Jardim l'a fait jouer, hein. et Jardim l'a fait jouer en plus, mais Mm. voilà, c'est vrai que vraiment on en parle quasiment pas. Donc, bon. Ouais. Gilles Dias, Thomas Lemar, Meite, Moutinho. Alors là, c'est quand même la grosse information, mine de rien, parce que Moutinho a repris l'entraînement lundi. Fallait bien que tu t'arrêtes sur Mouti. Ouais. Bah, c'est quand même. Mais c'est un joueur vestiaire, c'est un joueur club maintenant. Ça fait quoi? Ouais. 4 ans, sa quatrième saison là. Donc oui, Oui, il c'est rentre normal dans qu'il sa. fasse Non, il le rentre mieux que déplacement. ça, il rentre dans sa Ouais, ouais. cinquième. La cinquième, ouais. Donc effectivement, Moutinho, mais c'est surtout qu'en fait, il n'a repris l'entraînement que ce lundi. Oui, Et clairement, bon, alors à moins qu'il se retrouve en tribune, lui aussi. je euh, pense. mais ça ne m'étonnerait pas de Jardim qu'il le prenne déjà et qu'il le mette sur la feuille de match. Je pense que c'est un joueur qui est physiquement qui est assez fort, hein. En tout cas, Hmm. je veux dire, depuis qu'il a commencé sa carrière, il a déjà plus de 600 matchs en pro. Il a quasiment été tout le temps titulaire à chaque saison. Il a toujours enchaîné énormément les matchs, les compétitions. Ça m'étonnerait pas ce soit un joueur un peu aussi un peu du même genre de Fabinho, c'est-à-dire capable de beaucoup enchaîner quand même. Il a certes connu des blessures, mais c'est quand même un joueur qui est capable de vraiment enchaîner, très, très endurant. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà au moins sur le banc. Je pense que peut-être on aura plus une association Tillmans-Fabinho, on y reviendra un peu Ouais, plus ouais, tard, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà sur le banc. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que l'année dernière il avait fait pareil, parce que Moutinho était revenu un peu tard aussi de ses vacances, puisqu'il avait joué l'Euro. Et il me semble que très rapidement après son retour, il était déjà dans le groupe, hein. Donc, Et ouais, une petite question. C'est quand la date de publication de ton livre sur Joao? Sur le. j'attends qu'on gagne la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. Ok. Ça sortira à peu près dans ces dates-là. Bien. J'ajoute le dernier chapitre pour Ligue des Champions et c'est bon. Euh, on aura Lopez aussi, Ronny Lopez donc, dans le groupe. Et donc on l'a dit, Tielemans. Et en attaque, on a Cario, Falcao, Mbappé et Saint-Maximin. Donc là, il n'y a pas de surprise. Au niveau des absents, tu l'as dit, Endoram, donc, qui est blessé à l'épaule. On a aussi Jordi Mboula, qui est d'après le communiqué du club en reprise partielle, donc fatigue musculaire, ça nous rappelle. Ouais, il doit courir trop vite, je pense. C'est pour ça. Oui. Les muscles, ils tiennent pas Voilà. ils tiennent pas le coup. Ouais. On a également, tu l'as dit, aussi Traoré, qu'on avait vu donc sortir sur blessure lors des En matchs de match amical préparation. contre le Rapide, ouais. Voilà, tout à fait. Il est en reprise Rapide. adaptée, donc ça sous-entend que effectivement c'était bien une entorse et donc pas une blessure d'une grande gravité, donc ce qui devrait le remettre assez vite dans le bain finalement. Enfin, dans le bas, il s'en est écarté quand même depuis une bonne année, hein, force d'être blessé et de pas jouer même en prêt. Donc bon, Ouais, effectivement. vraiment ce joueur, c'est un mystère. Bosquilla, lui aussi en reprise, enfin
Oui. Je crois que la rééducation est terminée, il est en reprise aussi accompagné, donc Ouais, ouais. voilà, à suivre. Et puis Badiachile, on en a parlé, et Mm, Guinda mm. aussi. Alors on va un petit peu esquisser une petite composition, pas une composition de ce qu'on aimerait voir, mais a priori de ce que devrait nous concocter Jardim. Je pense qu'on devrait voir Subasic dans les buts. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Là, tu prends pas trop de risques, ouais, Voilà, effectivement. Click Gemerson dans l'axe, Non plus. ça tient la route. Sidibé à droite, Oui, voilà, je te suis. voilà. Maintenant à Voilà, gauche. c'est Effectivement, là où. là il y a peut-être débat, Georges ou Congolo. Euh, Mystère. Peut-être toi, Adrien, tu penses que ce serait plutôt Congolo. Alors, j'aime beaucoup Georges, hein, mais je pense que Jardim va se dire, vu que c'est la force de frappe parisienne en face, c'est Paris, et encore, on va le voir tout à l'heure, mais la ligne d'attaque parisienne, il y a quand même quelques absents. Je pense que Congolo affiche un peu plus de garantie sur le plan défensif que pour Georges, notamment aussi sur le plan physique. Donc je vois bien Congolo démarrer à gauche, même si après techniquement je pense que Georges est au-dessus. Hmm. Au milieu de terrain, j'imagine qu'on devrait retrouver Fabinho Tillmans. Sur le côté droit, là aussi, peut-être un peu de mystère, mais sans doute que Ronny Lopez tient la corde Hmm, devant Gilles Diaz, qui a été testé à ce poste-là, mais qui n'a pas vraiment convaincu. Meite, je pense pas le voir titulaire. non, Voilà, je pense que là pour l'instant Fabinho Tillman ça a l'air de bien marcher, donc ouais, ouais. il va plutôt faire confiance à ça. Lemar à gauche a priori sans souci, et en attaque Falcao Mbappé. Donc Mbappé est bien dans le La groupe, hein, doublette. malgré qu'il soit peut-être en instance de départ ou pas sûr, hein, très incertain sur son avenir. Pour l'instant il est là. On va revenir maintenant sur l'adversaire. Donc Adrien, tu as pu interviewer Philippe Goguet, donc tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, Philippe Goguet qui est donc le fondateur et le rédacteur en chef du site culturepsg.com, ce qui est vraiment un site incontournable pour les Parisiens. Mhm. Et je lui ai posé plusieurs questions. Ouais. On a abordé ensemble diverses thématiques. Et la première question moi, qui m'est venue à l'esprit, bon, alors, loin de moi la volonté d'être insolent, mais je voulais quand même lui demander comment le supporter parisien a vécu cette intersaison et surtout le fait de ne pas remettre son titre en jeu pour la première fois depuis donc l'hégémonie parisienne sur la scène nationale. Ça a fait, ça a embêté pas mal de monde, c'est sûr, mais bon après, l'ASM était de l'année dernière en tout cas était une équipe vraiment très très talentueuse qui a fait une saison parfaite ou presque. Vous finissez avec plus de 90 points, c'est énorme. Vous frôlez le record de points du PSG de l'an dernier qui était déjà une équipe qui avait écrasé le championnat. Donc bon bah voilà, c'est comme ça. Je sais que personnellement je me doutais bien qu'un jour on allait le perdre ce titre. Voilà. Après bon. C'est mal passé parce que ça arrive pile l'année où on change d'entraîneur et où on perd Zlatan qui est pas trop remplacé. Donc bon, beaucoup d'erreurs ont fait que, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître quand l'adversaire a été meilleur et sur la durée du championnat, Monaco était meilleur. Et donc effectivement, bon, bah, c'est un petit peu c'est un petit changement pour eux. Maintenant, ils ont l'air bien décidés à retrouver les sommets, mais quand même au niveau de l'intersaison, il y a des choses à revoir, Adrien. Ouais, je lui ai demandé ensuite forcément de tirer son bilan de cette préparation et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Concernant l'intersaison, c'est un peu compliqué parce le PSG a tardé à changer de direction sportive. On a pour l'instant pas recruté grand monde. Si on a fait venir Yuri Berchiche qui d'après premier match amicaux, il y avait des doutes, il les a pas vraiment levés, au contraire. Ensuite, on a fait venir Daniel Alves, qui est quand même une grosse référence à son poste. Monaco est bien placé pour en parler, parce qu'il vous a, voilà, il a pratiquement sorti la SM à lui tout seul en Ligue des Champions. Et ensuite, bah là, on est depuis une semaine ou 10 jours, enfin un peu plus que ça même, sur des gros noms, mais pour l'instant pas grand monde à signer. Donc on a eu du Alexis Sanchez pendant des mois. Aujourd'hui, c'est plutôt Neymar. Toujours est-il que le PSG a fait signer que 2 joueurs actuellement, à savoir les 2 latéraux, et qu'on n'a pas changé grand-chose au final. Et des matchs de préparation un petit peu décevants. Pas de victoire finalement, malgré quelques certitudes récemment acquises dans le jeu, notamment lors du dernier match, comme il nous l'explique. Alors, le bilan est très mauvais parce qu'on n'a pas gagné un match. Ah si, on bat Rome au péno, ok, super. Mais par contre, dans le jeu, paradoxalement, le dernier match, celui d'hier soir, donc contre la Juve. Bref, non, c'est peut-être le meilleur qu'on ait fait, notamment offensivement. On a retrouvé un peu des automatismes, on a retrouvé un peu de fluidité, on s'est créé beaucoup d'occasions, ce qui n'était pas le cas lors des précédents matchs.
En revanche, on concède toujours autant de choses. Là, par exemple, on perd 3-2 sur les 3 buts. Bon, le premier, il est plutôt bien construit, il y a pas grand-chose à dire. Le deuxième, c'est un cadeau de Kurzawa, voilà, les choses n'ont pas trop changé. Voilà, et le dernier, c'est un penalty archi évitable où on n'y est pas du tout. Et on a fait pas mal de bêtises au cours des autres matchs. Contre Tottenham, pareil, on a fait un nombre de bêtises derrière pas possible. Et globalement, je nous trouve très très en retard physiquement dans la préparation. Les années précédentes, quand on allait faire ces tournées américaines, c'est nous qui étions en avance physiquement sur les autres équipes. Cette année, c'est tout le contraire. Je nous ai trouvé en retard physiquement sur Tottenham, par exemple. Il y a quand même un PSG qui est vraiment pas à 100%, très très loin de là. Nos internationaux, et on a eu beaucoup de joueurs internationaux encore qui ont fini tard. On a quand même un mec qui est encore en vacances au PSG. Draxler, par exemple, ne sera pas là contre vous. Il est encore en vacances. Il y a des mecs qui ont joué au total dans la préparation. Et je crois qu'on va aligner une équipe contre vous. Il y a peut-être un joueur qui aura joué 90 minutes dans la prépa, quoi. Un match complet de 90 minutes, quoi. Et donc, pas de victoire dans leur préparation, dans leur tournée aux États-Unis, finalement, pour le Paris Saint-Germain. Et finalement, donc, cette tournée aux États-Unis, je lui ai demandé le fait d'enchaîner autant de rencontres en si peu de temps durant cette préparation. Faut le rappeler, le dernier match c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Les joueurs ont directement pris la direction de Tanger, les joueurs parisiens, alors que si l'on doit comparer avec l'ASM, on se rend compte que le dernier match amical remonte à samedi dernier face au Sporting. Et donc cette ambiance voyage du côté de Paris n'est-elle pas pénalisante? Oui et non, dans le sens que oui parce que on est pas prêt physiquement. Là, on va après le match, on est parti directement à Tanger et aujourd'hui, dès qu'ils sortent de l'avion, il y a entraînement dans la foulée. Après le match d'hier, il y a aucun joueur du PSG qui a joué plus de 45 minutes, à part Areola qui est le gardien et Kimpembe qui sera normalement remplaçant. Di Maria a joué 60 minutes mais il est suspendu. Donc globalement, hier on a énormément de turnover, enfin contre la Juve énormément de turnover, donc je pense pas que ça pèse dans les jambes. Et il y a 2 ans, ça avait déjà fait pareil. On avait joué dans la nuit du mercredi au jeudi contre Manchester United. Il me semble que c'était dans le Michigan ou un truc dans le genre. Le samedi, on jouait contre Lyon, le Trophée des Champions à Toronto ou à Montréal, je sais plus, on est deux au Canada. Et ça physiquement, ça s'était pas du tout vu. Mais par contre, l'équipe était beaucoup plus prête à l'époque que là. Donc, franchement, si je dois parier physiquement, je parierais plus sur la SM, même si j'ai pas vu tous les matchs de préparation que sur le PSG. S'il y a un avantage à avoir, ça sera clairement au niveau physique pour Monaco. Ouais, donc effectivement, peut-être que tous les feux ne sont pas, tous les voyants ne sont pas encore au vert du côté du Paris Saint-Germain. D'autant plus que tu lui as aussi demandé son 11 et il y a aussi peut-être pas mal d'absents, hein. Alors, dans Ouais. les buts, c'est une des grandes questions de l'intersaison. Areola ou Trapp, je pense qu'il va mettre Areola. Mais, parce que Trapp s'est vraiment loupé en préparation, donc bon. Areola était meilleur, voilà. Arrière gauche, ça sera forcément Kurzawa, je pense, puisque Berchiche est globalement pas, pour l'instant, ce qui monte, c'est très insuffisant. Dans l'axe, j'imagine Thiago Silva et Marquinhos. À droite, ça sera Daniel Alves, puisque Meunier a été opéré pendant l'intersaison, il a à peine joué 45 minutes hier, c'était ses premières. Au milieu, Rabiot est incertain, donc s'il joue pas, ça sera Matuidi. Après, Mota et Verratti, j'imagine. Verratti, petit doute, parce qu'il a pas beaucoup joué durant la préparation, il a eu un souci au genou. Bon, je pense qu'il débutera parce qu'il est trop important. Et en attaque, à gauche, ce sera forcément Pastore, puisque Di Maria est suspendu et Draxler est absent. Dans l'axe, Cavani, ça a aucun souci. Et côté droit, c'est une des autres interrogations. Ça se jouera, je pense, entre Lucas et Guedes. Lucas a été très 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 mauvais pendant les matchs de préparation. Guedes c'est pas bien meilleur, mais il a au moins su marquer un but. Voilà. Globalement, on va pas aligner une équipe folichonne, hein. Alors après, c'était la compétition, ça n'a rien à voir avec les matchs amicaux. Je me souviens l'année dernière, on n'était pas spécialement rassurés non plus après les matchs de préparation et on avait étrillé Lyon au Trophée des Champions. Donc, à voir. Voilà, donc on remercie en tout cas Philippe Goguet pour sa disponibilité, pour sa gentillesse de nous avoir répondu. On le rappelle, donc le site du Paris de Culture PSG, donc www.culturepsg.fr. C'est un site en plus .com, pardon, qui fait en plus des podcasts. Voilà. Juste un petit mot sur l'arbitre de la rencontre. Donc ce sera un arbitre marocain, Noureddine El Jafari, donc à 38 ans, et c'est un arbitre international depuis 2013. C'est pas un arbitre français, puisque c'est le pays hôte qui voit un de ses représentants désigné par la LFP pour honorer un petit peu le pays hôte en quelque sorte. Merci Adrien de ta participation.
Merci à toi. Voilà, merci aussi pour cette interview en plus que tu as pu réaliser, que tu as pris sur ton temps quand même. Voilà. Quant à moi, c'est pour le bien de la causerie. Voilà. Quant à moi, je vous rappelle le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est demain soir, c'est à 21h et ce sera à suivre sur beIN Sport. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio-diagonale.fr, mais également sur notre chaîne YouTube. On vous mettra en bonus sur la chaîne l'intégralité de l'interview de Philippe Goguet dans les prochains jours. Sinon, nous sommes également sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. Prochain rendez-vous demain soir, évidemment, pour le débrief de la rencontre. En espérant vous retrouver nombreux. Salut à tous et Dag et Mounegu. Et bisous.